moderniser l'accès distant de vos équipes avec AWS End User Computing. Ensemble, on va commencer par échanger sur les problématiques que rencontrent nos clients et la manière avec laquelle on tente de répondre à ces problématiques. Ensuite, on va vous présenter donc les différents services, les différentes solutions End User Computing qu'on propose. On va faire un focus sur Workspaces, entre autres. Et enfin, on aura la chance d'avoir un retour d'expérience d'Arkema sur la transformation de leur infrastructure VDI. Donc, comment ils ont fait pour migrer 500 utilisateurs depuis VMware Horizon vers Amazon Workspaces. Je m'appelle Daniel Archuna, je suis Cloud Operation Architect, je travaille pour Amazon Web Services. Je suis accompagné de Thomas Agaspe, architecte solution spécialiste sur nos services End User Computing. Il travaille aussi pour Amazon Web Services. Et on a la chance d'avoir avec nous Bertrand Sèvres, Cloud and Hosting Manager chez Arkema. Donc pour commencer, quelles sont les problématiques que rencontrent nos clients? Si on devait faire un focus que sur 3 points, en premier lieu, donc nos clients rencontrent des problématiques liées au coût. Par exemple, on peut se demander quel va être l'impact en termes de coût de telle ou telle politique de renouvellement d'équipement. Ils peuvent également se demander quel va être l'impact en termes de coût d'être à jour au niveau de ces licences. Et ensuite, on a pas mal de questions de nos clients sur tout ce qui va toucher aux licences. Ensuite, nos clients viennent nous voir pour des problématiques liées à la sécurité. Un bon exemple ou une bonne illustration de cela, c'est tout simplement le vendredi du mois de juillet de l'année dernière, où pas mal de clients, et nous aussi, avons rencontré des problèmes avec un antivirus. Donc vous êtes probablement réveillé le vendredi matin en vous disant que vous allez passer une journée de travail simple, que vous allez pouvoir partir en week-end tranquillement. Vous avez essayé de vous loguer à votre laptop le matin et puis vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas en mesure de le faire. Vous avez contacté vos collègues. Vos collègues aussi ont rencontré des problèmes. Vous avez dit initialement que le problème va durer 5-10 minutes et puis finalement vous avez dû travailler une partie du week-end pour tenter de résoudre le problème. Donc le mois de juillet a été aussi douloureux pour vous que pour nous. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de continuer de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires, de sorte à vous proposer les bonnes solutions. Et en plus de ça, un de nos objectifs à nous, c'est de faire en sorte que les problèmes de ce type ne vous impactent plus. Ensuite, dans le cadre de nos discussions avec nos clients, on a de plus en plus de questions liées à la durabilité. Donc on a des clients qui se demandent quels sont les déchets qui sont produits quand ils utilisent des ressources informatiques. Par exemple, selon un rapport d'un analyste qui se nomme Canalys, 240 millions d'équipements, d'ordinateurs vont être remplacés suite à la migration depuis Windows 10 vers Windows 11. Donc on peut se demander où vont aller ces ordinateurs, où est-ce qu'on va les enfouir. Donc maintenant, on va s'intéresser à la manière avec laquelle on tente de répondre à ces problématiques avec nos services End User Computing. Si on devait faire un focus que sur 3 points, premièrement, on va s'intéresser à tout ce qui va toucher aux mises à niveau, aux mises à jour de vos systèmes d'exploitation. Donc c'est une tâche qui peut être relativement complexe, et nous, on tente de rendre cette tâche simple avec nos services End User Computing. Ensuite, on essaye de rendre d'offrir la possibilité à nos clients de pouvoir ajuster leur puissance de calcul à la hausse comme à la baisse, à la demande. Donc si par exemple vous gérez un centre d'appel et vous devez vous préparer au Black Friday, vous allez trouver cette fonctionnalité particulièrement utile. Le troisième point sur lequel j'aimerais qu'on se focalise, c'est la simplicité avec laquelle vous allez pouvoir utiliser nos outils, nos applications, nos solutions. Donc nous, comme pour tous les services AWS, on propose des API pour que vous puissiez être en mesure d'interagir avec nos services, ce qui va vous permettre de créer, de modifier, de supprimer des ressources de manière programmatique, donc ce qui va vous permettre de mettre en place de l'automatisation et donc de mieux gérer vos ressources et in fine optimiser vos coûts. Donc plus précisément, nos équipes de service tentent de se focaliser sur 3 points spécifiques qui figurent dans cette diapositive. Le premier point, c'est la flexibilité. Par flexibilité, j'entends le fait pour vous d'être en mesure d'utiliser différentes choses. Par exemple, le fait de commencer sur un mode sans persistance de données et puis de manière transparente
passer sur un mode avec une persistance de données totale. Ensuite, vous allez pouvoir, par exemple, apporter vos propres licences avec le mode Bring Your Own License et ensuite passer sur un mode de manière transparente où Amazon vous fournira des licences. Le deuxième point, c'est le choix. Donc, grâce justement à notre offre qu'on propose en termes de technologie et d'outils, on a beaucoup de clients qui ont pu provisionner des ressources pour des milliers d'utilisateurs en quelques heures. Et cela s'est notamment produit en début de crise Covid. Donc, par exemple, nous, on propose avec nos services End-User Computing la plus large gamme de systèmes d'exploitation Linux. Et en termes d'expérience client, on continue de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de sorte que vous puissiez utiliser donc, les solutions de nos partenaires en complément des nôtres. Donc, on a échangé ensemble sur les contraintes que vous rencontrez, la manière avec laquelle on tente d'y répondre avec nos services. Maintenant, on va s'intéresser à la manière avec laquelle sont perçues nos solutions par notre industrie. Donc nous, on est particulièrement fiers du fait qu'en 2024, Gartner nous a nommés leaders sur tout ce qui touche au desktop as a service. Donc derrière cette nomination, il y a 3 raisons principales. La première, c'est la viabilité de nos solutions desktop as a service. Et cela est notamment rendu possible par l'intégration massive entre nos services desktop as a service et les autres services AWS, donc ce qui les rend particulièrement viables. Le deuxième point, c'est le fait qu'on est un des seuls fournisseurs cloud à utiliser notre propre technologie de streaming. Donc cela nous permet de nous affranchir d'entités tierces et donc ce qui rend particulièrement viable nos solutions. Le deuxième point, ça va être tout ce qui va toucher à nos stratégies géographiques. Donc on est présent dans plus de 15 régions dans le monde. Et le troisième point, c'est tout ce qui va toucher à l'automatisation et à l'optimisation des coûts. Donc comme je vous l'ai dit, on propose des API pour interagir de manière programmatique avec nos services. Donc ce qui va vous permettre de mettre en place de l'automatisation et donc de mieux gérer vos ressources et in fine donc optimiser vos coûts. Donc on a parlé de beaucoup de choses jusqu'à maintenant, on a parlé de vos contraintes, de la manière avec laquelle on tente de répondre à ces contraintes. Maintenant on va s'intéresser à nos solutions. Donc pour faire court, nous on propose 3 types de solutions. Donc des postes de travail virtuels avec Amazon Workspaces. Ensuite, des solutions qui permettent de faire du streaming d'applications avec AppStream. Et enfin, des clients légers. Et là, je vais laisser la parole à mon collègue Thomas Sagas qui va vous présenter les différents services qu'on propose. Merci Daniel. Alors, en 2025, on peut se poser la question, est-ce que nos solutions VDI ou est-ce que le VDI de manière générale est toujours une tendance? Peut-être que vous vous posez la question. Personnellement, avec les discussions que j'ai pu avoir aujourd'hui à notre booth Migration et Modernization ou même hier au Partner Summit, clairement, vous avez toujours des besoins pour accéder à une application de finance, pour que vos utilisateurs puissent accéder à un bureau virtuel pour faire de l'engineering 3D, ou bien pour faire juste accéder à un navigateur sécurisé. C'est toujours des questions qui sont d'actualité chez nos clients. Chez AWS, avec nos solutions End-User Computing, on aime à dire qu'on a une solution pour chaque cas d'usage sur ces cas d'usage de vos utilisateurs finaux. Vous pouvez avoir des collaborateurs ou des développeurs sur lesquels on va avoir notre service Amazon Workspace qui est arrivé en 2014 sous le nom d'Amazon Workspace. Aujourd'hui, en 2024, un renouveau est arrivé avec l'apparition d'Amazon Workspace Personal, qui est notre offre historique, et aussi Amazon Workspaces Pool, qui, comme on le présente ici, on a la notion de bureau virtuel persistant, où ici on va avoir un bureau avec un utilisateur d'un Active Directory qui va se voir attribuer une instance dédiée pour son travail quotidien, ou bien un environnement non persistant où là, on se base sur une image et cette image va être déployée sur un ensemble d'instances. Et lorsque l'utilisateur termine sa session, le workspace va être terminé et une autre instance sera créée. Donc ça peut être pour des cas de développeurs, pour des cas de collaborateurs, lorsque vous souhaitez donner un accès standardisé. L'offre Amazon Workspace va vous permettre de donner un bureau complet à votre utilisateur final. On a également travaillé avec nos partenaires, donc sur le marché,
on reconnaît les noms de Citrix et Omnissa comme étant des leaders connus sur des solutions on-prem de VDI. Et la stratégie ici, c'est de proposer à nos clients qui ont déjà fait des investissements sur ces solutions et qui souhaitent garder pour des questions techniques ou de coûts, veulent continuer à capitaliser sur ces solutions-là. On a créé l'offre Amazon Workspace eScore, qui est en fait ni plus ni moins que l'ouverture de nos API du service Workspace pour pouvoir permettre à nos clients qui ont ces solutions-là, VDI partenaires, de pouvoir provisionner dans le cloud des workspaces directement. Enfin, vous pouvez aussi être dans une situation où vos utilisateurs n'ont pas besoin d'accéder à un bureau complet, mais ont simplement besoin d'accéder à un navigateur. Et là, l'offre Amazon Workspace Secure Browser est en fait un navigateur sécurisé dans lequel vous allez juste configurer une URL de connexion via votre fournisseur d'identité et l'utilisateur se retrouvera dans son navigateur, dans un autre navigateur pour pouvoir accéder à des applications par exemple SaaS internes qui ne sont d'habitude pas ouvertes sur l'internet public. Ils pourront accéder à cette ressource-là via cet accès sécurisé. Donc là on est sur l'aspect bureau virtuel. On a aussi l'aspect, comme le disait Daniel, sur l'aspect streaming d'applications. Donc là on est sur un cas d'usage où vos utilisateurs ont besoin d'accéder à une application Windows Legacy, comme ici dans l'exemple, système de gestion de stock. Donc on est sur une application Legacy qui tourne sur du Windows, mais on a besoin de le donner en accès sur un navigateur HTML5. Donc ça peut être dans le secteur de l'entreprise, mais on retrouve aussi dans le secteur ISV, dans les éditeurs de logiciels, qui souhaitent faire une migration de leur application, qui peut être une application Legacy Windows, de pouvoir la proposer en mode SaaS directement dans le navigateur. Donc l'avantage d'Upstream, c'est que on retrouve une gestion d'image qui va être simplifiée dans le sens où toutes les instances vont être déployées basées sur une même image sur laquelle cette application Windows aura été installée. On amène des nouvelles capacités de gestion de multisession au niveau d'Upstream qui va permettre d'avoir plusieurs utilisateurs sur une même instance Windows. Donc dans une volonté de vouloir aussi réduire les coûts potentiellement, certaines applications Windows peuvent avoir des besoins en ressources qui sont très limités. Donc là, ça peut être très intéressant d'avoir plusieurs utilisateurs sur une même instance. Sur la partie Always On Demand et élastique, ça va être le type de flotte qui va avoir un impact sur l'expérience utilisateur, mais aussi sur le coût, sur la gestion du coût par rapport au type d'instance que vous allez choisir. Par exemple, sur le Always On, vous allez avoir des instances qui vont être toujours allumées, peu importe si des utilisateurs se connectent ou pas. Alors que sur le cas du on-demand, on va être sur un coût de réservation et ensuite ça va être simplement à l'usage que la facturation va se faire. Donc en fonction du cas d'usage, ça répond à différents besoins. Donc sur Amazon Upstream, quand on marque aussi option de type d'instance, c'est qu'on peut avoir des clients qui ont des besoins de donner accès pour une application 3D. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir mettre à disposition des instances de type graphique sur Upstream. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter sur cette slide, c'est les lancements qui ont eu lieu en 2024. Donc, je ne les ai pas tous mis, mais l'intérêt de cette slide, et je vais me focaliser sur 3 points, c'est aussi de vous raconter une petite anecdote sur notre service team. Lorsqu'on échange avec eux, qui nous présentent la roadmap, donc on est, comme vous, on est toujours friand, on a envie de toujours plus, on a envie de savoir où le service va aller. Et sur la fin d'année 2024, lorsqu'on a rediscuté de la roadmap et de tout ce qui a été lancé sur 2024, ils nous ont donné une statistique intéressante, c'est que 99% des choses qu'ils nous ont présentées en 2024 a été délivré en 2024. Donc c'est tout ça juste pour dire que les roadmaps que l'on peut vous présenter aussi parfois, c'est vraiment des choses sur lesquelles on s'engage à travailler et sur lesquelles on va délivrer normalement aux dates prévues, plus ou moins, bien évidemment, des priorisations. Une chose qui est intéressante aussi sur cette slide, c'est amélioration des performances Workspace. Alors c'est quelque chose qui peut ne pas vous parler, mais c'est un point qui est très important sur un service managé tel que Workspace ou Upstream, c'est que quand vous êtes dans un environnement VDI traditionnel, vous devez penser à l'environnement, à votre hyperviseur, vous devez penser à la maintenance de l'hyperviseur, vous devez penser à la durée de vie de votre hyperviseur, au fait de devoir renouveler, à toute cette capacité de planning, et ça c'est quelque chose que vous devez gérer. Là, quand on est sur une offre de service managé, on s'occupe pour vous de cette partie-là. Et l'exemple ici, c'est que sur la fin 2024, on a fait une migration transparente de tous nos clients sur le service Amazon Workspace qui étaient sur des bundles standards.
donc sur des instances de type T3. Derrière, notre service Amazon Workspace utilise le service Amazon EC2. Et tous les clients qui étaient sur des workspace T3 ont été migrés automatiquement sur des instances M7. Donc c'est quelque chose qui est transparent, nos clients ne s'en sont peut-être pas rendus compte, mais automatiquement ils ont bénéficié sans surcoût d'une migration de leur instance sur des instances plus récentes, donc plus performantes, à un coût qui n'a pas été modifié. Donc c'est un des avantages du service managé. Donc sur 2024, un des lancements qui a été fait donc en septembre 2024, c'est un gros changement au niveau de notre service Amazon Workspace personnel. Historiquement, on est sur un service où on avait besoin d'un Active Directory, d'un contrôleur de domaine. Donc il fallait, sur le service Workspace, accéder à un contrôleur de domaine, que ce soit un contrôleur de domaine on-prem ou un contrôleur de domaine sur EC2. Là, ici, on suit la tendance de beaucoup de nos entreprises sur le secteur où beaucoup d'entreprises basculent sur la gestion de leur laptop, de leur ordinateur portable, avec la suite Microsoft Intune, où beaucoup d'entreprises essaient d'aller vers des devices laptops qui vont être Entra-ID Join et non plus liés à un contrôleur de domaine historique Active Directory. Et donc, ce projet-là permet à nos clients qui ont cette stratégie-là sur leur laptop de pouvoir l'amener sur l'environnement Amazon Workspace. C'est-à-dire que là, on est sur un Amazon Workspace avec un Windows 11 Bring Your Own License, donc on peut apporter la licence Windows 11, et le device ici ne rejoint pas un Active Directory, mais rejoint Entra-ID, et ainsi ce device-là, donc ce workspace, peut être géré de la même façon qu'un laptop pour pousser des applications, pousser des updates. Toute cette partie-là se fait sur Microsoft Intune. Donc l'idée au niveau de l'architecture, c'est que vous allez avoir l'utilisateur, pour lui c'est assez transparent. Lorsqu'il se connecte sur le client Workspace, il va être redirigé sur un navigateur pour s'authentifier au sein de son tenant Microsoft, et ensuite automatiquement il sera redirigé sur son Workspace. Donc ici il y a une synchronisation SCIM qui est faite entre l'IAM Identity Center et le tenant Microsoft pour avoir une synchronisation des utilisateurs au niveau de l'IAM Identity Center. Une autre fonctionnalité qui est arrivée, donc elle est arrivée en 2022, mais pourquoi est-ce que j'en parle en 2025 et pourquoi est-ce que c'est un lancement en 2024? C'est parce que nos partenaires, que ce soit Citrix ou Omnissa, anciennement VMware Horizon, ont intégré cet été une parfaite intégration avec nos services et nos API Amazon Workspace. L'idée est simple, c'est que depuis un control plane Citrix Cloud, ou alors depuis un environnement Omnissa Horizon on-prem, les clients ont la capacité d'utiliser directement des API Workspace pour pouvoir venir installer et lancer des Amazon Workspace, mais tout en utilisant la solution, que ce soit Citrix ou Omnissa. L'intérêt, c'est que pour l'utilisateur final, c'est complètement transparent. Il continue d'utiliser le client Citrix, d'utiliser le client Omnissa pour se connecter. Une fois qu'il est connecté, on utilise le même protocole, mais par contre, l'instance, elle tourne sur Amazon Workspace et non plus sur un environnement on-prem. Donc ça permet une intégration simplifiée pour ces clients qui sont sur ces solutions, dans l'objectif d'étendre et de capitaliser sur un investissement déjà fait. Enfin, la troisième fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de Workspaces Pool, donc qui est arrivée en juin 2024, et qui permet d'unifier nos offres Amazon Workspace, qui étaient historiquement uniquement du persistant, avec un utilisateur, un VDI vraiment, où là maintenant on est sur un aspect plutôt concurrent, c'est-à-dire que on va se baser sur la demande d'utilisateur. Si on a un pic de 1000 utilisateurs, il va falloir qu'on ait 1000 instances à un instant T pour pouvoir supporter la charge, mais on va avoir des règles de scaling qui vont pouvoir venir se baser sur la capacité d'utilisation et aussi des règles de scaling qui vont être planifiées pour dire que le matin on va avoir besoin de plus d'instances et que le soir et le week-end on peut réduire le nombre d'instances. Donc là, l'intérêt sur Workspaces Pool, c'est qu'on unifie l'offre sur la partie bureau virtuel, où on a la possibilité de faire du persistant, du non persistant. Aujourd'hui, sur le marché, on est à 70% du VDI en bureau virtuel va être sur du non persistant. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment d'arriver à l'offre unifiée Workspaces Personnel, Workspaces Pool. Que ce soit sur Workspaces ou Workspaces Pool, vous allez avoir la même architecture, c'est-à-dire que l'idée, on est sur un service qui est managé, donc ici on retrouve sur la partie haute le VPC managé par AWS,
avec les différentes options de système d'exploitation. Donc Red Hat, Windows Server, Ubuntu, Windows 11, donc sur la partie Bring Your Own License. On a gardé la partie Directory Service de manière à expliquer qu'il y a une possibilité de se connecter à un Active Directory qui peut être sur votre VPC ou bien sur un Active Directory on-prem. Lorsque un workspace est provisionné, que ce soit sur Workspaces Pool ou sur Workspace, vous allez vous retrouver avec une Elastic Network Interface, une carte réseau qui va être sur votre VPC pour pouvoir ensuite accéder à vos ressources de votre compte AWS. Donc que ce soit un FSX, un serveur de fichiers, une instance EC2, une base de données, un serveur applicatif, vous pourrez accéder depuis donc, cet environnement Workspace Manager à vos solutions. On a une présence donc, mondiale, comme le disait Daniel, où de notre service Amazon Workspace au Workspace System Client à Amazon AppStream également, on est présent dans différentes régions. C'est une carte qui évolue et qui va encore aussi évoluer en 2025. Donc, en fonction des usages que vous avez et de l'implantation de votre entreprise ou de vos utilisateurs, il peut être intéressant de se rapprocher toujours d'avoir le VDI qui va être proche de l'utilisateur. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir une approche globale sur cette partie-là. On a plus de 65 000 clients à travers le monde qui utilisent nos solutions end-user computing. Et avant de laisser la main à Arkema et à Bertrand, on a aussi un ensemble de partenaires avec lesquels on travaille. Et sur ce projet-là, justement, d'Arkema, on tenait à remercier donc l'équipe Devoteam qui a fait un très bon travail sur ce projet-là. Donc, Bertrand va venir maintenant pour vous présenter le sujet d'Arkema. Vous êtes tous là aujourd'hui pour venir écouter ce témoignage, donc merci à vous. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait chez Arkema par rapport à nos besoins de VDI. Je vais rapidement vous rappeler qui est Arkema pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et après, ce qui est important de comprendre, c'est le contexte IT dans lequel on était et pourquoi on a fait ce choix d'utiliser la solution Workspace. Je vous ferai rapidement un petit rappel sur l'architecture que nous avons mis en place et notamment tout ce qui est l'automation, parce que c'était clé dans le cadre de notre projet. On aura un petit rappel sur les bénéfices des services managés tels qu'on les utilise dans notre contexte. Et après, je vous ferai une petite synthèse sur le projet qu'on a eu par rapport à cette migration. Donc, Arkema, c'est une société dans la chimie qui est leader sur des matériaux de haute performance. Donc, on a beaucoup d'activités différentes. Nous sommes principalement sur des activités B2B, donc vous ne connaissez pas forcément. On a des activités B2C avec une société qui a été rachetée il y a déjà quelques années, qui était Bostik, avec des produits que vous pouvez retrouver dans des grandes surfaces de bricolage, avec des marques comme Sader, Kelly et autres. Mais le gros de l'activité est sur du B2B. Donc vous voyez ce qui est important de retenir là-dedans, c'est qu'on a une présence mondiale, on est dans plusieurs pays. Donc on a des utilisateurs, bon, bien évidemment, qui sont répartis dans tous ces pays. On a des utilisateurs, on a des contrats d'infogérance, on a différents types de populations qui ont besoin de se connecter à notre SI. Donc le contexte Arkema par rapport au cloud, on a décidé, il y a déjà quelques années, c'était en 2019, ça a vraiment commencé en 2020, de fermer nos data centers. Donc fermer nos data centers, c'était d'abord les data centers centraux qui étaient en Europe, je peux dire qui étaient parce qu'ils ont été fermés en fin 2024. Donc fermer ces data centers et migrer tout ce qu'il y avait dans ces data centers sur AWS. Donc avec une stratégie cloud first en faisant du SaaS, du PaaS, du IaaS et du on-premise par ordre de choix. Donc l'Europe, ça a été fermé en fin 2024. Vous voyez les États-Unis, il y a encore des data centers on-premise qui sont liés à une stratégie de fusion de systèmes SAP qui va se faire. Donc on a laissé les SAP américains on-prem parce qu'ils vont être fusionnés avec des SAP centraux. Une petite spécificité, comme beaucoup d'entreprises en Chine, où on a un autre fournisseur de cloud pour la Chine. Et un point qui est intéressant, vous voyez la région Mumbai. Donc tout à l'heure, on parlait de l'intérêt d'AWS avec la disponibilité des services sur énormément de régions. Donc on a un contrat
et un centre de compétences SAP qui est situé en Inde. Donc pour des raisons de performance, on a ouvert le service Workspace à ses utilisateurs depuis la région de Mumbai. Alors, nos besoins, ils sont assez simples, hein, c'est les besoins que toutes les entreprises ont. Le premier point, c'est l'agilité. Donc l'agilité, et ça c'était un point très important quand on a fait notre projet de migration, c'est d'être capable de mettre à disposition des environnements de travail d'utilisateurs très rapidement avec une automation, si possible, du sol au plafond, que ce soit pour le provisioning et le déprovisioning. Alors, vous voyez, il y a un point qui est aussi intéressant, qui a été soulevé, c'est les capacités graphiques, parce qu'on a des utilisateurs qui travaillent dans notre direction technique et qui utilisent des logiciels qui nécessitent de la puissance graphique. Donc, c'était un des critères importants, et on a utilisé des workspaces, des G4DN à base de GPU NVIDIA, qui ont parfaitement répondu aux besoins graphiques qu'ont nos utilisateurs à la direction technique pour tout ce qui est création de plans, d'usines et ce genre de choses. Le deuxième point, évidemment, c'est comme pour tout le monde, la protection de plusieurs choses, les protections d'accès à notre SI, la protection de la donnée Arkema. Donc on a eu beaucoup de cas, notamment côté R&D récemment, où on a dû provisionner des infrastructures Workspace avec beaucoup de limitations par rapport à ce qu'on pouvait faire vis-à-vis d'Internet ou vis-à-vis des accès réseau. Et bon, évidemment, si on peut avoir un coût raisonnable, c'est bien. Et également aussi quelque chose qui est un petit peu le cauchemar dans beaucoup d'entreprises, c'est la gestion du licensing. Si on peut s'en affranchir, c'est pas plus mal. Donc, sur les stratégies end-user computing, sur la fourniture de bureaux virtuels ou d'environnements de travail complets. Je ne parle pas de publication d'applications, ce qu'on peut faire avec AppStream par exemple, parce que dans notre contexte, c'était la publication de bureaux complets, parce que les différents utilisateurs sont amenés à utiliser tout un tas d'applications. Donc on parle de bureaux complets. Donc sur les stratégies de end-user computing, il y a les solutions de VPN classiques. Alors je passe assez rapidement. Le principal problème dans notre contexte, c'est que c'est des devices non managés. Ça ne coûte pas très cher, c'est facile à déployer. Mais le fait que ce ne soit pas managé, ce n'était pas éligible à ce qu'on voulait faire. Après, il y a le cas classique des postes de travail complets. Donc ça, c'est managé. Ça coûte plus ou moins cher selon ce qu'on met dessus et comment on le gère. C'est relativement simple quand on est dans des endroits où on peut fournir les PC physiques de manière fluide et simple, ce qui fait que ça pose des problèmes dans des régions un petit peu plus exotiques. On n'a pas forcément d'IT locaux pour fournir les PC aux utilisateurs. Donc ces solutions de laptop, comme beaucoup d'entreprises, elles sont fournies pour les permanents, donc que ce soit des employés ou des consultants qui travaillent de manière régulière ou permanente pour Arkema. Et donc le sujet qui nous intéresse, c'est la VDI. Donc la VDI, c'est un device managé. Le coût, je mets un petit point d'interrogation parce qu'on reviendra dessus. Ça dépend beaucoup des contextes, de ce qu'on installe sur les VDI, la puissance et tout un tas de choses. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte et à calculer. Et l'agilité, ça c'est un des gros intérêts, c'est qu'on provisionne des workspaces très très facilement et on n'a pas de complexité à la gestion de toute l'infrastructure qui permet de les faire tourner. Donc, dans notre cas, les VDI, c'est pour des collaborateurs temporaires, des contrats. Je vous ai parlé d'un centre de compétences SAP, donc c'est des gens d'une société partenaire qui travaillent pour nous, ou quand il y a des contraintes géographiques pour envoyer des laptops. Alors, le coup, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, rapidement, je vais vous montrer l'architecture historique. Donc, l'architecture historique, elle était sur VMware Horizon. Alors, on a eu la chance, alors c'était un pur hasard, hein, parce que la migration vers Workspaces, ça s'est fait avant les histoires Broadcom VMware. Donc, on n'a pas eu à vivre l'histoire Omnissa, le end-user computing chez VMware qui allait à gauche, à droite. Donc, on est passé juste avant. Tant mieux pour nous, c'était un pur hasard. Donc, on était sur une infrastructure classique où tout était dans nos data centers. On se retrouve avec une gestion classique, avec les hyperviseurs, le backplane, le control plane, toutes les couches de sécurité, d'authentification, d'accès, parce que bien évidemment, c'est accessible depuis l'extérieur, ce service. Donc, toute la sécurité qui va avec. Donc, l'ensemble est managé par Arkema.
Donc les avantages, bon, la sécurité, enfin ça peut être un avantage ou un inconvénient. On la gère, donc on sait ce qu'on fait. Alors après, on a tous les inconvénients liés au on-prem historique, hein, avec les problèmes de délai de livraison quand on veut faire grossir l'infrastructure. Il faut commander des machines, il faut anticiper. C'est une gestion de capacity planning qui est plus ou moins simple selon les contextes d'entreprise. Le coût total de possession qui est quand même assez élevé compte tenu de tout ce qu'il y a à faire, hein, le hardware, les licences, les personnes et les compétences pour faire tourner tout ça. Nous, on ne voulait plus de data center, donc c'était forcément quelque chose de rédhibitoire dans notre contexte. Et la gestion de la capacité qui est inexistante avec Workspace. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur Workspace? Donc, on avait à peu près 500 utilisateurs qui utilisaient le VMware Horizon et on les a migrés sur Workspace. Donc, sur l'infrastructure Workspace, un des gros intérêts, c'est qu'il y a beaucoup de couches qui sont gérées par AWS, donc on n'a plus à s'en soucier. Donc, on a nos utilisateurs, on a toute la couche d'accès et de contrôle avec tout ce qui est sécurité liée à la connexion entrante pour le service qui est complètement géré par AWS. Dans notre contexte Arkema, vous avez compris qu'on a migré tous nos applicatifs sur Arkema, donc ils sont là sur la gauche, hein, on le voit avec tous les comptes AWS dans lesquels nous avons nos différentes applications. Et puis on a d'autres comptes AWS qui hébergent des workspaces et qui permettent aux utilisateurs concernés d'accéder à leur bureau virtuel et de consommer toutes les applications qui sont sur AWS ou ailleurs. D'ailleurs, ça ne change pas grand-chose. Mais on se retrouve à avoir à gérer la landing zone, nos applicatifs et les différents composants qui font tourner la solution Workspaces, avec, comme ça a été évoqué par Thomas et Daniel, la déconnecteur, je reviendrai dessus. Donc, on gère que ce qui est dans la partie du bas. Donc là, on coche à peu près toutes les cases. Alors, bien évidemment, on se dégage de certaines tâches de sécurité. Donc, c'est une bonne chose par rapport à notre stratégie d'utiliser des services managés. On n'a plus tous les sujets de capacity planning, de licensing et toutes ces choses. Et surtout, vous allez le voir dans les slides suivantes, on a tout automatisé de la demande de la workspace jusqu'à la suppression quand l'utilisateur n'en a plus besoin. Donc là, il y a une petite balance de ce qui est de la responsabilité d'AWS. Bon, c'est tout ce qu'on fait on-prem habituellement, hein, le matériel, la capacité, les maintenances, les licensing, les patching, enfin le patching des couches basses, hein, je ne parle pas du patching des OS, des workspaces. Tout ce qui est isolation, sécurité, réseau pour les hyperviseurs, c'est plus au client de le faire, c'est à AWS de le faire. Donc, qu'est-ce qui nous reste côté Arkema? Ce qui nous reste, c'est la gestion des images. Donc, toutes les workspaces elles sont créées par rapport à des templates. Donc, c'est là qu'il y a la valeur ajoutée parce que c'est les templates Arkema avec les applications Arkema et tout ce dont on a besoin. Le processus de provisioning, déprovisioning. Et nous, on est sur des workspaces persistantes. Donc, les gens retrouvent leur session quand ils reviennent. Donc, il y a le cycle de vie de l'OS avec le patch management. Alors, le provisioning, déprovisioning, là, vous avez un petit schéma de la macro de l'architecture qu'on a mis en place côté Workspace. Donc, comme je vous le disais, l'idée, c'est d'avoir un service automatisé de bout en bout. Donc, la première étape, on utilise ServiceNow pour le portail de demande. Donc, l'utilisateur fait sa demande dans ServiceNow. Bon, il y a une approbation par son manager. Et à partir du moment où c'est approuvé, toute la chaîne derrière est automatisée. Et tout se passe par les différents composants. Donc, Daniel parlait des API. Bon, forcément, on rentre par API Gateway pour lancer toutes les actions. On a différentes lambdas qui ont différents rôles. L'étape numéro 3, elle est liée à notre contexte de sécurité, à savoir que les flux réseau pour les workspaces sont gérés de manière dynamique par une solution Palo Alto qui s'appelle User ID. Donc les utilisateurs sont dans des groupes Active Directory. En fonction de ces groupes, ils vont avoir des matrices de flux différentes. Donc l'étape 3, c'est faire en sorte que les utilisateurs, par rapport au profil de workspace qu'ils ont demandé, se retrouvent dans les bons groupes pour avoir les bonnes matrices de flux et accès aux bonnes ressources côté Arkema. Une fois que ces opérations liées à l'Active Directory, enfin cette première étape d'Active Directory est faite, on fait appel aux API de Workspaces. On utilise différentes step functions
qui ont des rôles, par exemple dans l'Active Directory, de déplacer les objets computers d'une OU à une autre, enfin tout un tas de choses qui sont liées à notre contexte et à notre organisation. On utilise des run commandes SSM pour s'assurer que la workspace provisionnée est à jour d'un point de vue patch. Donc ça lance le patch management à la création de la workspace pour qu'elle soit complètement à jour quand l'utilisateur va commencer à s'en servir. Et donc il y a la même chose quand on déprovisionne, on demande dans ServiceNow, on dit je ne la veux plus, et puis il y a la même chaîne à l'envers qui supprime les ressources, qui fait le ménage dans l'Active Directory, avec un retour d'information dans ServiceNow pour dire que ça s'est bien passé ou mal passé. Donc, en synthèse par rapport à ce projet, donc on arrête de s'occuper de temps, enfin de capacity planning, d'anticipation par rapport à des besoins hardware qu'on pourrait avoir. On optimise nos coûts et on simplifie notre environnement avec toutes les couches managées, la valeur ajoutée des couches managées. Et on va se concentrer sur nos utilisateurs, sur l'innovation et ce qu'on va pouvoir délivrer à nos utilisateurs via ce service qui est utilisé par des gens qui peuvent être potentiellement dans le monde entier aujourd'hui. Donc les gros intérêts. La couverture mondiale, je vous ai donné l'exemple de l'Inde. Quand on a commencé d'avoir parce que nos workspaces étaient en Irlande, quand on avait nos utilisateurs en Inde qui ont commencé d'avoir des problèmes de performance, on a très rapidement pu déployer des workspaces sur Mumbai et on a réglé nos problèmes de performance parce qu'on a utilisé le backbone AWS qui a des très bonnes performances pour remonter de Mumbai jusqu'à l'Inde. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire on-premise. On aurait eu ce genre de problème on-premise, on n'avait pas de plan B. Donc ça, c'est vraiment une énorme force de cette solution. Le catalogue AWS, donc nous, on avait besoin de 3D. Il y a tout ce qu'il faut au catalogue AWS. On avait besoin de VDI plus standard. Il y a bien évidemment tout ce qu'il faut. Et ce qu'on a mis en place, c'est une automatisation à 100% de la création jusqu'à la suppression et tout le cycle de vie de la solution VDI qu'on a déployée sur Workspace. Un grand merci Bertrand pour ce super Brex. Donc pour aller encore plus loin, nous, ce qu'on vous suggère, c'est de vous inscrire à des Immersion Days. Des Immersion Days, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des demi-journées, des journées de formation pendant lesquelles vous allez pouvoir participer à des sessions d'experts AWS sur des services, des groupes de services, et pendant lesquelles vous allez pouvoir pratiquer avec nos services. Donc là, j'ai consulté récemment le catalogue de sessions que l'on va délivrer sur le court moyen terme. Par exemple, on va délivrer des sessions sur tout ce qui va toucher au réseau, à l'automatisation ou encore à la sécurité. Pourquoi est-ce que je vous raconte cela? C'est parce qu'on va délivrer un Immersion Day sur Upstream et je vous recommande fortement d'y participer. Vous avez le QR code dans cette diapositive pour accéder au catalogue d'Immersion Day qu'on propose. Un grand merci à Bertrand pour le super Brex. On a pris beaucoup de plaisir avec Thomas à préparer cette session avec Bertrand. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'évaluer notre session pour qu'on soit en mesure justement d'améliorer nos futures sessions. On va rester encore quelques minutes, pas très loin de la salle, pour répondre à vos questions ou alors échanger sur les sujets liés à notre session. Je vous remercie encore de nous avoir écoutés. Profitez bien de la fin du Summit. Passez une excellente fin de journée. Au revoir.